Le vaisseau de fer, chapitre 2. Rattrapez-le! Tornald courait à perdre haleine. Les trois chasseurs étaient après lui. Et il connaissait le terrain aussi bien que lui. Il n'y avait aucune cachette près du village où il pourrait leur échapper. Il s'enfonça dans la forêt, dans les zones boisées. Ses poursuivants hésitèrent quelques instants, mais les cris de rage d'Arnjolf les décidèrent à reprendre la poursuite. Les trois gamins se séparèrent pour encercler leur proie, car il s'agissait bien de gamins. Du haut de ses 16 ans, Arnjolf était l'aîné du groupe. Harag et Argald étaient frères jumeaux et le suivaient de 2 ans. « J'offre 10 pièces d'argent à celui qui l'attrape. » C'était une belle somme pour une bagarre de gosses. Les jumeaux oublièrent leurs craintes et se précipitèrent dans la forêt qu'ils auraient évitée à tout prix quelques instants plus tôt. Mais elle n'était pas moins dangereuse pour autant. Argald, le plus rapide des trois, fut le premier à s'en apercevoir. Quelque chose saisit son tibia, lui faisant perdre l'équilibre. Dans le même temps, un objet très lourd s'abattit sur ses jambes, le tronc d'un arbre mort. De ce tronc s'écoulait une résine visqueuse. Argald tenta de se relever, mais ses jambes refusaient de bouger. « À l'aide !» hurla-t-il. « Je suis coincé !» Ses deux compagnons le dépassèrent sans s'arrêter. « Plus tard !» ordonna Arnjolf. « Il faut d'abord le rattraper. » Quelques dizaines de mètres plus loin, ils hésitèrent sur la direction à prendre. « Il y a sûrement d'autres pièges !» s'exclama Arnjolf. « Tu vas te planquer ici et attendre, au cas où il repasserait de ce côté, et moi je vais faire le tour. » Arnjolf reprit sa course. Il se doutait bien que les autres pièges seraient sans doute plus dangereux que celui qui avait retardé Argald. Mais il estima qu'en suivant le sentier qui faisait un large détour autour du bosquet, il éviterait la zone piégée. Son calcul s'avéra payant. Il tomba par surprise sur le chemin de Tornald alors que ce dernier se retournait sur d'éventuels poursuivants. Sa victime n'eut pas le temps d'esquiver son coup de poing. « Par ici !» cria Arnjolf. « Je le tiens !» Les deux gamins roulèrent au sol. Un bruit de pas précipité se fit entendre. Harag ne tarderait pas. « Quand j'en aurai fini avec toi !» rugit Arnjolf, en ruant son adversaire de coups de poing. « Tu ne seras même plus en état de marcher. » Un croassement le fit sursauter. Un corbeau venait de se poser à quelques mètres des deux enfants. Une petite silhouette vêtue de noir s'approcha d'eux. On aurait dit une servante de Hel en quête d'une proie. « Oh, le courageux guerrier !» murmura la créature d'une voix curieusement juvénile. Il a tellement peur de voir son petit camarade siéger au conseil des guerriers qu'il lui tend une embuscade la veille de l'épreuve, et à 3 contre 1 en plus. « Fiche le camp !» ordonna Arnjolf. Ignorant cet ordre, la silhouette sombre s'approcha encore et sortit de l'ombre. Son visage, éclairé par le soleil, révéla une fillette de 10 ans. « Tu n'as pas d'ordre à me donner, Arnjolf Harriksson. Je suis l'enfant d'un capitaine comme toi. Et fille de sorcière. Je te conseille de ne pas l'oublier. Ce qui se passe ici ne te concerne pas. Mêle-toi de tes affaires. Je te conseille de me lâcher et de partir, Arnjolf. » Pendant quelques secondes, juste quelques secondes, Arnjolf avait délaissé la surveillance de son prisonnier, et ce dernier en avait profité pour dégainer un poignard qui caressait maintenant le ventre du jeune guerrier. « Tu n'oserais pas me frapper devant le témoin, murmura Arnjolf, pas très sûr de lui. « Je ne suis pas là et je ne vois rien du tout, répliqua la fillette vêtue de noir. Harag arriva en soufflant d'épuisement. « Arn, grogna-t-il, il faut que tu nous aides. Harag ne peut plus remuer les jambes, c'est comme s'ils étaient transformés en bois. »« C'est la résine qui a durci, s'exclama Tornald en riant. Il n'y a qu'un seul moyen de l'enlever, un bon bain d'eau bouillante. Tu peux me lâcher maintenant, avant que je t'ouvre le bide. »« J'ai un témoin, répliqua Arnjolf. Je peux te casser les 2 jambes avant, tu ne peux rien faire pour m'en empêcher. Je peux vous tuer tous les deux et payer le vergel avec les lingots d'argent que j'ai cachés pour Snorri. Je serai peut-être banni juste après, mais je préfère ça que finir boiteux. » Et il piqua le ventre de son adversaire pour bien montrer qu'il ne plaisantait pas. « Il va le faire, Arnjolf, ajouta l'enfant, et je dirai à tout le monde que vous l'avez attaqué en traître. »« Sale gamine !» grogna Arnjolf. Mais il lâcha sa proie et se redressa. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Harag. « On s'en va, commanda Arnjolf. Inutile de perdre notre temps avec un soi-disant guerrier qui a besoin d'une petite fille pour le protéger. Mais demain, on s'occupera de lui pendant la chasse. » Les 2 guerriers s'en allèrent. Tornald se redressa et se tourna vers la petite fille. « Merci à toi, Audrun Grimsdotter, même si j'aurais pu m'en sortir seule. »« Seule, tu n'aurais jamais pu sortir ton poignard, répondit-elle. Au fait, demain, tu n'auras pas le droit d'être armé. »« Non, mais j'aurai 1 heure d'avance. »
Ils seront à mes trousses, mais ils pourront pas me tendre une embuscade comme aujourd'hui. Comment ça se passe une chasse à l'homme? T'en as jamais vu? J'étais trop petite quand Arnjolf a passé l'épreuve. Et pour ce qui est de Harag et Alvarg, je n'ai pas l'impression que c'était du sérieux. Ah, celui qui passe l'épreuve, c'est la proie. Il a 1 heure d'avance. Il n'est pas armé, alors que ses poursuivants ont des bâtons. La proie doit récupérer 4 pierres runiques que le chaman a cachées d'avance. Il sait où elles sont, alors que les chasseurs ne le savent pas. Dès qu'il a les 4 pierres, il doit retourner au village sans se faire attraper. Si les chasseurs réussissent à le coincer, ils peuvent le bastonner et le ramener, ficelé comme un sanglier. Il en sera quitte pour recommencer la saison suivante. S'il réussit l'épreuve, il prête serment au jarl et il entre dans la caste des guerriers. Harag et Alvarg ont eu de la chance. Leurs chasseurs n'étaient pas très motivés. Je commence à comprendre, fit Audren. Cette petite course n'a pas été inutile. Tu as montré tes plans à ton adversaire, et lui, il t'a montré les siens. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a vu les pièges que tu as placés. De très bons pièges au passage. Tu ne les as certainement pas inventés tout seul. Ah, mon père m'a appris le braconnage. Et Snorri m'a montré quelques pièges. Il est très fort quand on se donne la peine de l'écouter. Ne me raconte pas d'histoire, Thornald. Seul un lutin est capable de monter des pièges pareils. Ce sont des pièges magiques. Snorri est un skald. Et les skalds connaissent la magie. Les skalds, oui. Mais toi, non, conclut Audrun. D'accord, Arnjolf connaît mes plans. Mais moi, je connais pas les siens. Il veut te briser les 2 jambes, il l'a dit lui-même. Mais il peut pas le faire pendant la bastonnade. Tout le monde saurait que c'est volontaire. Il s'arrangera pour que ça ait l'air d'un accident. Comment fera-t-il? Demanda Thornald. Il te reste quelques heures pour le deviner et trouver une parade. Je peux rien te dire de plus. Si tu trouves pas, demanda ton lutin. Et sur ces mots, elle tournait les talons et s'éloigna lentement. Thornald fit l'inventaire des dégâts. Il avait pris quelques bleus dans la figure, une chemise déchirée et une bosse sur le crâne. Il s'en tirait un bon compte. Elle est sacrément futée, pas vrai? Fit une petite voix aiguë. Salut, Roderick, répondit Thornald. Ouais, elle est futée. Un guerrier viking venait de sortir d'un buisson tout proche. Mais ce guerrier avait quelque chose d'étrange. Outre le fait qu'il portait des vêtements bariolés de vert et de rouge, des couleurs peu prisées des hommes du Nord, il mesurait à peine 2 pieds de haut. Et en plus, poursuivit Roderick, elle a deviné les plans de tes poursuivants. Tiens, si tu me demandes de te les expliquer, j'ai bien envie de t'envoyer balader, juste pour savoir si tu es capable de te débrouiller sans moi. Thornald demeura songeur quelques minutes, examinant soigneusement les pans de sa chemise déchirée. Puis, il adressa au lutin un sourire narquois. « J'aime bien quand tu me prends pour un idiot. »